The return of the NBA. Here's Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Oh, my goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. 50. It's video. We're playing video. Here we go. He did. Le basket sur Sport en France est dans Hype, nouvelle semaine Hype. On va revenir sur toute l'actualité NBA qui avait lieu du côté de Paris cette semaine. On va aussi parler des Warriors ensemble. Nicolas Batum qui va très très bien est également Hype. Et puis on va également discuter un petit peu de la partie jouée par Joel Embiid, je vais y arriver, qui s'en sort plutôt bien du côté des Sixers, peut-être double MVP en titre à venir. Et pour discuter de tout ça, on va accueillir un homme qui est habillé en Sixers aujourd'hui, change chaque semaine. On se demande si la maison ne change pas aussi chaque semaine, Rudy. Comment on va parler des Sixers aujourd'hui? Donc je voulais rendre un petit hommage à Allen Iverson, qui est le dernier à avoir emmené les Sixers justement en finale NBA. Yes, ce petit lutin d'Allen Iverson, c'était contre les Lakers d'un certain... Bonjour. Pas LeBron James, ni de Paul Roger. Comment il va, Paul? Ça va très bien. Écoute, malgré ce froid polaire, voilà, on est bien au chaud ici, entre amis, ça fait plaisir. Les Lakers, toujours le petit point de passage, ça va un peu mieux? C'est pas mal, hein, sur 2 victoires d'affilée. Sachons raison garder. D'Angelo Russell commence à bien jouer, donc voilà, tout est permis. Bon, c'est peut-être là où ça allait mieux pour lui finalement. Qui sait? Thomas Sileke est également avec nous, deuxième semaine. Oui. Comment tu vas? Très bien. Survécu à la la semaine? Parfait. La célébrité, tout ça, ça va? Oui, j'ai l'impression que c'était avant-hier, comme je te disais juste avant de démarrer l'émission. C'est incroyable, ça défile, on n'arrête pas. Ça défilait plutôt du côté de Paris la semaine dernière. NBA Paris Games, j'ai eu la chance de voir le match contre... c'était quoi? C'était Cleveland contre Brooklyn, c'est ça? Je voudrais qu'on mette le match de côté un petit peu, mais qu'on revoie ensemble tout ce qui pouvait être hype la semaine passée. Il y a eu pas mal d'actions sociales, caritatives également. Il y a eu des conférences de presse des joueurs un petit peu partout avec leurs partenaires dans les rues parisiennes. Est-ce que vous, qui êtes un peu acteur et suiveur du basket, vous avez ressenti un peu cette hype là, la semaine dernière quand il s'agissait du Paris NBA Paris Games? Alors dans Paris, oui. Clairement, on sentait quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait, malgré, là encore une fois, le grand froid. Alors il y avait une très bonne idée, je trouve, de Brooklyn, qui a ouvert une pizzeria à côté, entre République et Goncourt. Donc malheureusement, j'ai pas pu la tester, mais ça avait l'air, une pizza new-yorkaise, ça avait l'air pas mal du tout. Voilà. La hype, Rudy? On sent ça marche. qu'il y a une hype à Paris pendant cette semaine-là, parce que même des amis qui ne sont pas très férus de basket arrivent justement à envoyer des messages. Alors, t'es chaud, le match jeudi. Donc, on sent que c'est une info quand même qui tourne sur la planète France et planète parisienne. Donc, oui, une belle hype. C'est toujours intéressant d'avoir... Un événement qui attire pas mal de célébrités. Hein. Vous avez vu passer Tony Parker, forcément, David Beckham était là, Ronaldo, R9, le vrai, exactement, était là. On a vu qui encore? Pharrell Williams. Pharrell Williams. Squeezie. Alors, Squeezie, on siffle Squeezie après Pharrell Williams dans l'émission. Bon. Voilà. Voilà, Joachim Noah également. Avec toi, Thomas, la hype, on a vu, j'y étais, moi, la salle était remplie, donc ça fait sold out malgré les prix un petit peu élevés. Est-ce que tu considères que c'est un événement réussi sur le plan un peu culturel et puis lifestyle également, quoi? Oui, marketing, en fait, forcément, c'est top. Après, les places sont hors de prix, on le sait. C'est quand même, c'est un événement, c'est tellement unique. En fait, on est au courant que la NBA est à Paris. Après, c'est trop unique, évidemment, pour que ce soit populaire. Okay. Donc, c'est un peu quand même... Unique, c'est-à-dire que l'histoire est presque trop courte. Mais oui, alors on commence à parler, peut-être qu'on va en parler, je ne sais pas, mais éventuellement 2 matchs peut-être dès l'année prochaine. Oui. Donc, avec évidemment Wemby, on attend les Spurs. Et donc là, ça pourrait... Mais les places seront encore tellement chères. C'est compliqué pour les gens d'aller voir la NBA à Paris. Allez la voir aux États-Unis si vous pouvez, évidemment. Après, je ne veux pas faire trop... mais c'est... Enfin voilà, la NBA, il ne faut pas oublier que c'est avant tout américain, quoi. C'est un vrai rêve américain et c'est juste génial qu'elle soit à Paris. Oui, ce soit à notre portée, par contre, c'est exceptionnel. Hein. Pour tous les jeunes qui aiment et qui suivent un peu le programme, d'avoir la NBA qui vient à Paris, c'est quand même une vraie chance. Le Barnum, le grand Barnum. Barnum NBA. Pour le symbole, en fait. Bon, le match, quelques secondes sur le match.
Est-ce que ça a été à la hauteur des attentes? On sait que c'est des fois le meilleur produit pour promouvoir un sport. Est-ce que l'affiche a été à la hauteur? Est-ce que le match a été à la hauteur selon vous? Le silence un peu ambiant. Ouais, malheureusement, c'est un peu récurrent. Voilà, on a rarement un très beau match à Paris. Dû à quoi? Bah oui, les équipes arrivent peu de temps avant, le décalage horaire, beaucoup sollicité. Oui, peut-être. Mais c'est dommage d'avoir des blowouts souvent. Voilà, mais bon, c'est toujours plaisant quand même d'avoir un joueur qui a joué, Donovan Mitchell, qui avait annoncé scorer, il met 45 points, je crois qu'il y a 12 rebonds et 6 passes. Donc une vraie performance quand même des Cavs qui s'impose à Paris, on peut le dire. Un match organisé par les Cavs, même si on se déplace comme ça, il y avait les petites serviettes Cavs, etc. L'ambiance Cavs avec le speaker. Bel événement quand même. L'année prochaine, on parle, tu l'as dit Thomas, d'une double affiche éventuelle à l'U Arena. On emploie encore le conditionnel parce que le commissionnaire n'a pas acté. Les Spurs pourraient être aussi à Paris. Donc l'U Arena du côté de la défense, pour ceux qui connaissent moins, 40 000 places en configuration rugby. Donc ça peut clairement permettre à tous ceux qui ne peuvent pas se payer spectacle d'avoir d'autres places et peut-être moins cher. Surtout s'il y a 2 matchs. Et surtout s'il y a 2 matchs. Après l'opposition, peut-être avec un Tyrese Haliburton, donc des Pacers, qui pourraient être opposés donc à Wemby. Belle affiche. Ah oui, c'est plus vendeur. Et un Pascal Siakam, mais j'anticipe là. On y va tout de suite sur Pascal Siakam. On parle des Pacers. Alors, si vous êtes un petit peu connaisseur de NBA, vous savez que les effectifs peuvent changer en cours de saison. Il y a une date limite d'ailleurs qui est posée au 8 février à chaque fois pour acter ces changements. Et donc il y a eu un changement du côté des Pacers. Un joueur, et non des moindres, puisque champion NBA 2019, Pascal Siakam, camerounais, arrive du côté donc, des Pacers en échange de plusieurs joueurs. C'est comme ça que ça se passe en NBA, c'est pas forcément monétaire. Ce qui va donner, à mon sens, et je vais vous écouter là-dessus, peut-être une autre dimension à cette équipe des Pacers emmenée par Tyrese Haliburton, le jeune meneur passeur flashy qui explose cette saison. En quoi, pour vous, l'arrivée de Siakam, on commence avec toi Paul, upgrade quasiment forcément, si c'est le cas d'ailleurs, le niveau des Pacers? Ah bah ça, clairement, c'est vraiment une très bonne opération. C'était d'ailleurs un des joueurs les plus recherchés là, sur le marché. Donc, il comble un manque, parce qu'à ce poste-là, 3-4, ils n'avaient pas vraiment de titulaire indiscutable. Il y avait Obi Toppin là, qui est arrivé de New York à l'intersaison. Et je pense qu'il va vraiment les faire progresser. Et surtout, je trouve qu'il s'intègre parfaitement dans le système de jeu de Rick Carlisle, puisqu'ils vont aussi beaucoup jouer la contre-attaque. C'est pas très défensif, mais ça joue beaucoup l'attaque et beaucoup la contre-attaque. D'ailleurs, Toronto et Indiana sont les 2 franchises les plus efficaces en contre-attaque cette saison. Ok. Voilà, je vous donne une petite stat comme ça, mais je trouve que c'est bien représentatif de ce qu'il peut apporter à cette franchise d'Indianapolis. Bravo. Siakam, tu étais en 2019 quand ils sont champions? Oui, parfaitement. Donc tu vois Siakam exploser, ce qui fait des grosses finales quand même contre les Warriors. Donc on est quelques années après, mais en quoi il peut fitter avec les Pacers? Oui, bah là, non mais enfin voilà, Paul a tout dit. Okay. Non mais c'est vrai. Bonne recrue. Bah forcément en fait, je crois que tout le monde a l'air complètement unanime, non? Enfin, c'est difficile de voir dire qui va dire tiens Indiana fait un mauvais fit quoi. Enfin c'est pas évident. Évident, on est tous excités de voir ça avec Haliburton. Enfin voilà, un duo quoi. Attendons de voir du coup. Les deux n'ont pas joué ensemble puisque Haliburton est blessé pour le moment. Et puis donc Siakam vient d'arriver. Le retour est imminent apparemment. Voilà, faudra attendre pour juger sur pièce quand même et voir un petit peu comment fonctionne le duo, mais ça peut-être leur apporter quelques garanties en play-off. Ah oui, c'est sûr. Là maintenant, on peut. Moi, je pense que les Pacers peuvent être prétendants justement à aller loin en play-off, au moins peut-être même finale. Ça bouscule la hiérarchie. Celtics, Milwaukee, Philadelphie. Je pense parce qu'en plus, dans le roster, enfin, je trouve que Siakam va apporter du spacing, justement. À libérer un peu plus Haliburton. On va le voir peut-être, je pense, un peu plus scoreur, parce qu'il risque d'attirer quand même les défenseurs. Siakam, c'est un scoreur. Donc, il va apporter offensivement à une équipe qui n'avait pas vraiment besoin d'avoir quand même. C'est déjà la meilleure attaque. Mais malgré tout, voilà, je pense que ça apportera malgré tout encore un plus offensivement. Et défensivement, je trouve qu'ils ne s'affaiblissent pas trop, parce que ça reste quand même
C'est pas, Non, Siakam, il peut défendre. Hein. Voilà, il sait défendre. Oui, il y a de la taille. oui. Il y a de la taille et tout. Il a de l'envergure, Voilà, en tout cas, il peut il est contrer, bondissant, il va voilà, c'est ça. partout. défendre sur 2 positions, 3 il est dissuasif en tout cas. Oh. Donc non, je pense que c'est vraiment une belle pioche et n'importe quelle équipe aurait apprécié avoir Siakam dans son effectif en tout cas. Et alors, en plus, il se met à shooter à 3 points, parce que c'est vraiment pas sa spécialité. Et là, sur les 10 derniers matchs, il est à plus de 50% à 3 points. Donc, notamment sur les corner threes, s'il commence à se spécialiser là-dedans, ça peut faire très mal. Alors après, de là à dire qu'ils sont prétendants au titre, il y a un pas que je ne franchirai pas aujourd'hui, Sylvain. Ok, on pensait que tu étais un homme courageux, mais non en fait. Non, mais écoute, non. je suis réaliste. Je suis avant tout réaliste. Ok. Et d'ailleurs, on salue Régis Aumont, grand fanatique des Pacers. Ils sont très peu en France. C'est le seul. Donc effectivement, c'est un ami commun qu'on a avec... Siakam, fanatique également d'un certain Miles Turner. Exactement. Et oui, son deuxième joueur préféré après qui? Je ne sais pas. Kevin Durant, enfin celui avec qui il aurait voulu jouer. Donc c'était D'accord. Miles Turner après Kevin Durant. Les choix de carrière en fonction des affinités de jeu. Il a été Et alors, champion en 2019. Il y a aussi la question de est-ce qu'il va prolonger? Bon, ça Oui, semble- alors a priori, oui. Il y a 3, on ne sait pas encore parce que Indiana, Il a l'air c'est pas archi un gros motivé. marché. C'est ce qui se dit, c'est ce que dit son agent, mais Ouais. la réalité du terrain, on l'attend encore. On verra. Bon, allez, on avance, on va parler, Paul, chaud, très très chaud aujourd'hui, on va parler de Nicolas Batum dans le French Corner, c'est parti. On va pas mal parler des Sixers, puisqu'ils sont hype et on l'a très peu fait depuis le début de cette saison. Rudy rend hommage à Allen Iverson. Nous, on va presque rendre hommage à Nicolas Batum qui jouerait, j'emploie le conditionnel parce qu'on a envie qu'il continue, sa dernière saison NBA quand même, faut se le rappeler. On est en janvier déjà, donc il ne reste plus grand-chose. Nicolas Batum qui avait été transféré des Clippers du côté des Sixers. Voilà, beaucoup disaient attention, c'est peut-être un dernier défi, un dernier endroit à vivre, mais surtout peut-être une fin de carrière un petit peu en autre boudin pour Nicolas Batum. Voilà, pas mal de mots sur les réseaux aussi, peut-être une retraite anticipée. Il n'en est rien. Nicolas Batum est excellent avec les Sixers, c'est Joel Embiid qui le dit, et c'est toujours un joueur performant et impactant. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur les chiffres, dont on sait que ce n'est pas forcément très, très ronflant, mais sur l'impact de Nicolas Batum par rapport à cette dimension un peu défensive et sur le plan offensif, à cette capacité aussi à jouer pour les autres. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelque chose là-dessus? Ah oui. Oui. On va en parler des heures. mais Allez-y. Honneur aux Sixers. Batum reste Batum. Voilà, c'est ça. On a l'habitude, reste finalement. Batum. Que ce soit aux Clippers avant, il arrive là aux Sixers, c'est dans le même rôle. Ouais. Par contre, je pense qu'il a un peu plus d'importance aux Sixers par rapport aux Clippers, parce que déjà il y a peut-être moins de non ronflants, donc ils peuvent justement passer devant lui sur le 5 quand tout le monde est présent ou autre. Là, aux Sixers, on lui donne vraiment une vraie responsabilité, sa responsabilité que toutes les équipes de NBA normalement aimeraient avoir en joueur et donc pouvoir donner cette responsabilité-là, c'est Batum, et je pense que oui, on n'avait pas de doute, nous, sur sa réussite aux Sixers. Il le prouve. Pas de doute, ici en tout cas. Ici, en tout cas, ok. il n'y avait pas de doute. Lui a mis un doute. Lui a eu des Lui a doutes mis un parce doute, que ouais. ça chamboulait un peu Ouais. sa vie familiale, C'est ça aussi, sa vie personnelle. Mais sinon, dans l'effectif et dans cette franchise et les joueurs qui l'entourent, il avait tout à fait ça là, sa place, sans problème. Faut se rappeler que, on le disait pour Pascal Siakam, les joueurs n'ont pas leur destin entre les mains. C'est-à-dire que certains contrats, t'es échangé, tu n'as pas ton mot à dire, tu ne sais pas où tu vas, et puis il faut jouer quasiment le lendemain. Donc ça peut peut-être aussi choquer. C'est peut-être aussi les réactions de Nico de l'époque. Alors, Ouais. C'est devenu quand même le 3e joueur le plus important de la franchise, de l'équipe. Derrière, Tyrese Maxey et donc Joel Embiid. Joel Embiid. Il est même devant Tobias Harris, qui est un peu plus irrégulier, mais là c'est vraiment, il est très important, c'est le couteau suisse. Et là, on voyait ses stats, mais il fait plein de choses qu'on ne voit pas dans les stats. Ouais. Ce que souligne régulièrement son entraîneur Nick Et Nurse. Embiid. Et Embiid aussi, ouais. L'éclat d'Embiid d'ailleurs,
vous me lancez là-dessus. L'éclat forte. Il est la clé. C'est un mec spécial vu la manière dont nous jouons. Il fait tout ce dont nous avons besoin. C'est un super shooter, un grand défenseur, un super passeur. Il a un énorme QI basket. Comme Paul. Comme Paul. C'est ça, Voilà. c'est vrai qu'on a pas mal de Donc similitudes. le Nico qu'on connaît, repositionné un peu plus sur le poste 3 aussi. Il a commencé sa carrière à Portland, vous vous souvenez, en étant un vrai ailier. Là, il fait des grosses séquences aussi à l'aile, défensive ou offensive. Et c'est peut-être bien pour l'équipe de France, d'ailleurs, Ah oui. Oh oui. d'avoir un joueur responsabilisé comme ça sur son poste naturel. Capitaine. Capitaine. Cette équipe de Philly, non, on va pas en parler maintenant, on va en parler quand on aura plus Embiid tard, en fin d'émission. On va la suivre et on va surtout suivre aussi le parcours la suite de parcours de Nicolas Batum du côté des Sixers. Avançons, on va avoir un grand moment et une grande discussion avec les Warriors dans le débat de la semaine. Les Warriors, c'est compliqué cette saison pour plusieurs raisons. Si vous suivez la saison NBA, les chiffres et le standing de cette équipe n'est pas à la hauteur des attentes. Une équipe qui a été championne en 2022, menée par Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green. Les trois ensemble, c'est 4 titres de champion NBA. Aujourd'hui, le bilan est assez inquiétant. 12e de la conférence Ouest, 18 victoires pour 22 défaites. Donc bilan largement négatif. Et s'il fallait ajouter quelque chose au drame terrain, la nouvelle est tombée là, il y a quelques jours au moment où on enregistre. Le décès d'un assistant coach des Warriors, un certain Dejan Milojevic, décédé d'une crise cardiaque là, récemment, alors qu'il était entouré du staff et des membres de l'équipe. Depuis, des matchs ont été annulés. Voilà, donc on est vraiment dans une atmosphère très particulière quand on évoque les Warriors en ce moment. On n'y était pas habitué. On a un mot d'ailleurs pour la famille de Dejan, toutes nos condoléances bien évidemment, et puis à l'ensemble du groupe et des fans des Warriors. On se concentre sur le match. Les errances défensives et même offensives des Warriors sont béantes maintenant. On a demandé quand même à notre consultant du côté de San Francisco, Melo, voilà, j'ai oublié son nom, Melo, de nous expliquer un petit peu où en est cette équipe et comment expliquer un petit peu ce qui se passe. On l'écoute et puis on en débriefe ensemble. Alors Sylvain, évidemment que je suis inquiet. C'est une équipe qui, il faut le rappeler, est la plus chère de la ligue avec les Clippers. Ils sont aujourd'hui 12e à l'Ouest avec 18 victoires pour 22 défaites, dont la dernière en date, comme tu l'as mentionné, à Memphis, face à l'équipe B, voire même l'équipe C des Grizzlies. Donc ils en sont là aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le rendement en dents de scie d'Andrew Wiggins, de Klay Thompson et même de Kevin Looney. Même s'il y a du mieux pour Klay depuis à peu près un mois et que Andrew Wiggins montre des signes de vie, mais c'est vrai que cette déroute du 5 de départ traditionnel a été vraiment le premier domino dans ce mauvais début de saison. Le deuxième, c'est les absences, alors que ce soit les blessures de Gary Payton, de Chris Paul, de Moses Moody maintenant, ou évidemment les suspensions de Draymond Green. Après ça, il y a aussi la construction de l'effectif avec un manque de taille. Alors quand on dit manque de taille, ça ne veut pas forcément dire qu'il leur faut juste un gros intérieur dans la raquette pour résoudre ce problème. C'est plus qu'ils sont petits en fait sur tous les postes. Et en particulier quand ils jouent avec la triplette Chris Paul, Steph Curry, Klay Thompson, ils sont beaucoup plus petits et ça cause des problèmes sur les aides, alors que la NBA, tous les adversaires sont beaucoup plus grands que les Warriors. Le coaching de Steve Kerr, alors il est souvent décrié, même quand les Warriors jouent bien les années précédentes. Est-ce qu'il aurait pu mieux faire jusqu'à présent? Oui. Cela dit, je ne pense pas que ce soit le principal responsable de ce mauvais début de saison. Il a peut-être trop laissé le bénéfice du doute à ses titulaires et depuis, il est obligé de chercher des solutions et ça veut dire beaucoup de nouvelles rotations et ça crée un peu de confusion dans l'effectif. L'un des seuls points positifs qu'il faut mentionner, c'est le banc. C'est l'un des meilleurs de la ligue. Et à ça, il faut ajouter les apports des deux rookies, Brandon Podziemski et Trayce Jackson-Davis, qui eux font un super début de saison. Donc, inquiétude, oui. Revoir les attentes à la baisse, oui. Mais malgré tout, quand on regarde le classement, ils sont qu'à une défaite des Lakers, qui sont 10e à l'Ouest, et ils n'ont que 5 défaites de plus que Dallas, qui est 5e. Donc, ils ne sont pas encore largués. Tout n'est pas perdu, mais il va falloir réagir très vite. Thomas, faut-il s'inquiéter pour la saison des Warriors ?
Pour la saison, je sais pas. Effectivement, comme Melo vient de le dire, il n'y a pas péril en la demeure au classement. Par contre, évidemment, il faut réagir Ok. le plus vite possible. Peuvent-ils? Oui, quand même. Oui. Oui, je pense. Ok. Même arracher un play-in, ou, ça paraît... Plus de 40 matchs de jouer, donc on est à la mi-saison déjà. Hein. Oui, mais c'est pour ça va vite. Il faut réagir vite. Mais s'il y en a qui sont capables, ils en ont au moins un déjà qui est capable, évidemment, de porter l'équipe, au moins pour aller en play-off, évidemment. Ok. Dois-je le mentionner? Oui. Dois-je le mettre dans la Steph sauce? Curry, on va en parler de toute façon. Wardell, Steph Curry, on en parlera. Est-ce que ses performances sont satisfaisantes aussi, hein? On va pas parler de tout le monde, mais c'est vrai que c'est quand même le leader de cette équipe. Rudy, est-ce qu'on doit s'inquiéter? La saison des Warriors, quand j'y inquiété, c'est play-in, oui, non? Là, on peut être vraiment inquiet pour les Warriors. Il faut rappeler que c'est quand même l'équipe championne 2022. Ouais. Donc, Oui. ça fait que même pas à peine 2 ans. Ouais. Non, franchement, L'effectif a beaucoup changé depuis. Hein. beaucoup. Pas En mal. tout cas, les role-players. Les têtes principales sont toujours là. Justement, je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils auraient peut-être dû chambouler un peu plus cet effectif-là après le titre. Ils ont gardé les Splash Brothers. Bon, bien sûr, normal. C'est un peu la tête, c'est un peu ce qui représente les Warriors et cette décennie. Mais voilà, on voit avec Draymond Green, pour moi, fini. c'est le problème. Ouais. Même s'il revient, oui, on connaît son apport dans l'état d'esprit, défensivement aussi. On sait ce qu'il peut apporter à cette équipe, mais pour moi, ça ne sera pas suffisant en tout cas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui s'est cassé déjà l'année dernière, je pense, avec l'affaire Jordan Poole. Green encore, et là ça ne fait que empirer. Là, franchement, je suis très inquiet. Moi, je vous trouve hyper optimiste en les voyant en play-in. Moi, je vois pas le bout. Franchement, Le play-in, c'est 10e. Hein. Ouais, Pour être le dernier qualifié, c'est 10e. Là, ils en mais, sont où là? C'est là, clair. Là, ils sont 12. Ils ont 12. 2 ou 3 matchs de retard, et franchement, quand on voit les Jazz à quelle allure ils vont, etc. Les Lakers, bon, j'imagine, ils sont pas bien, mais apparemment, on est très optimiste aussi, mon ami Paul à côté. C'est peut-être moins pire. Bon, voilà. Non, dire. franchement, je vais m'arrêter là, mais je suis hyper inquiet. Inquiétude, Paul. Oui, je partage un petit peu l'inquiétude de mon voisin et néanmoins un confrère. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, donc, quand même, on l'a rappelé, Draymond Green, c'est 1 mois d'absence. Donc Oui. c'est l'âme de cette équipe. Donc j'ai envie de dire, on va attendre jusqu'au 8 février, jusqu'à la trade deadline, voir ce qu'ils peuvent faire avec leur équipe au complet. Parce que là, ils ont Draymond Green. Donc, Mais il ramenait plus rien. Non, pas. Ouais, Non, mais attendre, là, il faut agir avant. moi, je pense qu'ils doivent. Là, ils ont le groupe au complet. Ils peuvent laisser 2-3 semaines, là, voir si vraiment, si c'est terminé ou pas. Et après, ils cassent tout à la trade deadline si jamais ça va pas. D'accord, Évidemment. Enfin, ok. sinon, ils casseront tout l'été prochain, de toute façon. Si on regarde les stats avec ou sans Draymond, c'est la même chose. Hein. Ils sont à l'équilibre. Hein. Ça Ouais, change mais pas grand-chose. Hein. défensivement, À je pense l'équilibre, même Il apporte tellement en que. déficit. Là, il revient, ils perdent contre un Memphis. Voilà. Alors, pas justement, B, mais Avec un gars de 19 ans. Draymond Green, absent pour voilà, toutes les phrases qu'on lui a vu faire là, depuis le début de saison, et puis est suspendu par la NBA le temps qu'il Courte retrouve. suspension d'ailleurs. Ouais. Oui, c'est assez nébuleux. Hein. Ouais. Ça n'a jamais été donné. Finalement, il revient. Un mois, il C'est un fait. scandale. Quel est l'impact justement de son absence et de sa présence en fait sur cette équipe? Est-ce qu'il a encore un impact, c'est ça. Draymond Green? On dirait plus. On dirait plus. Hein. On dirait plus. Mais encore une fois, Ils perdent sans lui, ils perdent avec lui. Bah. Et avec lui, il se pose des fois des problèmes de comportement, on va dire. On a l'impression qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution. C'est vrai que je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu optimiste. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est surtout que les autres avancent vite et bien aussi. C'est surtout ça le problème, parce que j'ai l'impression que les Warriors peuvent revenir évidemment avec Curry, même avec Green, avec tout ce qu'on leur connaît. Mais c'est qu'en face, c'est très très fort aussi, quoi. J'ai envie de voir une dernière fois. Voilà. Last chance, last dance. Et Last chance, je pense que tu avais bien dit. Last chance. peut-être que malheureusement la tragédie qui vient de leur arriver peut être le dernier ressort. Ok. C'est un peu terrible de dire ça, mais Ouais. c'est peut-être quelque chose qui va les souder dans l'adversité. On va écouter Melvin Carcentier, toujours du côté de San Francisco, qui revient justement sur cette tragédie et sur l'impact qu'elle pourra avoir sur le groupe. C'est quelqu'un qui était extrêmement apprécié, et je pèse vraiment mes mots, qui était vraiment extrêmement apprécié à Golden State, parce que c'était avant tout quelqu'un qui avait toujours le sourire. Moi, personnellement, quand j'ai eu l'occasion soit de le côtoyer, soit de le voir au Chase Center ou aux entraînements des Warriors, c'était ça, quoi. C'est quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, qui avait la banane, qui était toujours aimable, qui était passionné. Et je pense que c'est ça qu'on a vu qui est revenu le plus souvent dans les hommages qu'on a vu arriver depuis hier, que ce soit
Steve Kerr, que ce soit certains joueurs des Warriors, que ce soit des anciens collègues comme Mike Brown qui est maintenant entraîneur de Sacramento. Et pareil chez les joueurs serbes, les joueurs des pays de l'Est qui le connaissaient bien. Et c'est vrai que sur le plan basket, faut pas oublier que c'était une légende en Serbie, hein. C'était vraiment une star sur le terrain, membre de l'équipe nationale de Serbie. Et quand il est devenu coach, il a vraiment explosé dans le club de Megalek, le club de Belgrade, où il a notamment coaché un jeune Nikola Jokic. Et donc il a vraiment transformé ce club en vivier pour la NBA. Et lorsqu'il était là-bas, 11 de ses joueurs ont été draftés, dont d'ailleurs le français Timothée Luawu-Cabarro. Donc c'était pas rien, et c'est pour ça je pense qu'il a accroché l'œil de Golden State et d'autres franchises NBA d'ailleurs, et c'est plus vraiment sa réputation qu'il a de coach de big man avec Jokic, mais aussi il a travaillé avec Ivica Zubac des Clippers, avec Boban Marjanovic qui est maintenant à Houston. C'est vraiment ça qui a poussé les Warriors à aller le débaucher, parce qu'ils sont allés le débaucher pour travailler avec James Wiseman en 2020 après l'avoir drafté. Au final, James Wiseman, on le sait, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais par contre, c'est plus Kevin Looney qui a vraiment bénéficié de ses conseils, parce que dès l'arrivée de Milojevic, Looney a réalisé ses deux meilleures saisons en carrière avec les Warriors, avec l'année du titre et même l'année dernière. Alors, tragique incident, on rappelle le décès de l'assistant coach des Warriors, Dejan Milojevic. Est-ce que ça peut unir ou est-ce que ça peut, au contraire... C'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a beaucoup d'exemples comme ça, où une tragédie peut unir un groupe. Ouais. Et là, ce n'est pas un groupe qui a perdu son talent. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie mentale. C'est ce que disait Draymond dans son excellent podcast, d'ailleurs, où il parlait de la défense. Chacun doit se remettre en question, ne serait-ce que dans la défense 1 contre 1. C'est la base du basket. Donc... pourquoi pas, j'ai envie de dire. Il fait encore des choses excellentes alors. Bien, mais il les dit, il les fait pas. Voilà. Non, mais je vous conseille, c'est un très bon podcast. Non, ça va être bien. Stephen Curry, on y va, on a du temps. Klay Thompson aussi dans la discussion. Les leaders sont-ils encore au niveau de la conférence Ouest? On sait que cette conférence est très 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 compétitive. Est-ce qu'on peut autant s'appuyer sur eux, ou est-ce que justement on a un problème avec les role-players qui répondent pas assez présents vis-à-vis des enjeux de cette franchise? Steph Curry d'abord. Steph, il est à son niveau, hein. Steph, on en parlait il y a quelques temps, toujours aussi impressionnant. Voilà, il a eu quelques baisses là sur la fin décembre, début janvier. Bon, voilà. C'est habituel chez lui d'ailleurs. Mais voilà, c'est assez inhabituel chez lui, et je pense qu'aussi c'est peut-être aussi à l'image de ce qu'il peut vivre au sein de la franchise, avec les problèmes internes. Est-ce que c'est le seul à son niveau? Peut-être qu'il doute, il doute de son équipe en ce moment, et peut-être ça lui... Voilà, là, il se sent, je pense, un peu seul. Mais comme tout le monde, il ne peut pas tout faire seul en plus, comme n'importe qui. Je pense que ça doit être un peu compliqué pour lui, mais bon, il reste quand même à son niveau, mais seul, il ne pourra pas. On pouvait penser que Wiggins pouvait prendre un peu ce rôle-là en backup un peu des Clay et tout ça, mais finalement, lui aussi, il est sur le courant alternatif. Moi, je vois pas quelle embellie quand on voit la tragédie en plus au sein du groupe, avec l'assistant coach, le décès et tout ça. Franchement, oui, on peut espérer que ça les rallie, mais pour combien de temps? Il reste 40 matchs, c'est long. Dans 10 matchs, ils peuvent avoir oublié ce qui les lie en ce moment sur les quelques victoires. Enfin, franchement, là, on est en train un peu de fabuler. Moi, Parce qu'il faut rappeler que c'est vraiment un on ne dit pas forcément souvent là, depuis un jour malheureusement, mais c'est un décès tragique. Hein. Il n'était pas malade, il a fait un arrêt cardiaque dans un restaurant, pendant un dîner privé avec tout le monde, avec toute l'équipe. Donc on est vraiment sur un choc, quoi. Donc c'est pour ça, on va voir. Des matchs annulés, on l'a dit, mais pour l'instant les Warriors ne rejouent pas. Le match de vendredi contre les Mavs est aussi reporté. Klay Thompson un peu, s'il vous plaît, messieurs. On n'a pas de stats, mais on sait que c'est pas au niveau. Les stats, je vais vous les donner. Allez. C'est son pire. Depuis 2013, il n'a jamais mis aussi peu de points. Et c'est son deuxième pire pourcentage en carrière à 3 points.
Donc en sachant que c'est sa force principale, et puis il y a des images terribles, quoi. Enfin, des lay-ups qui ratent, enfin, je veux dire, même Thomas, avec beaucoup de respect. Hein, J'allais me mentionner, effectivement. Moi, je ne rate jamais un lay-up. Body language aussi. Et puis c'est ça, et voilà, je veux dire, l'attitude qu'il a quand il rate quelque chose et tout, d'ailleurs Steve Kerr lui a reproché publiquement. Très négatif, ouais. C'est pas la bonne attitude à avoir, quoi. Et donc lui, il a aussi son contrat, parce qu'il est en fin de contrat à la fin de saison. Là, on parle plus du tout d'une prolongation. Ouais. Ça sent le sapin, hein, comme on dit. Et là, tu parles de Steve Kerr, mais voilà, on peut parler de Clay, on peut parler de Green, mais je pense que Steve Kerr aussi a sa part de responsabilité. Aussi, ouais. Voilà, il ne faut pas accepter l'idée que voilà, cette équipe nous a tellement donné et qu'elle arrive au bout de ce qu'elle a pu produire. Quoi. 10 ans, c'est très long. Une dynastie, hein, et on ne parle pas de la série télévisée. Hein. Non. Mais on en parlera une fois. Peut-être. Sur le rendement de Curry, je crois qu'on a posé aussi la question à Melvin Carsanti du côté de San Francisco. Il a la chance de le voir régulièrement et donc de pouvoir l'analyser. On l'écoute et puis on continue un petit peu à discuter. Le rendement de Steph, personnellement, je me fais pas trop de soucis. Je me fais pas trop de soucis pour lui parce qu'il a toujours une ou deux baisses de régime pendant la saison. Ça arrive, il va retrouver son adresse, il va retrouver son agressivité, ça je me fais pas trop de soucis. Après, faut pas oublier qu'il est aussi humain et on lui en demande beaucoup, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain avec les suspensions, etc. Donc normal qu'il commence à montrer des failles vu que à côté, ses coéquipiers sont pas forcément au niveau. Et malheureusement, un peu comme la saison dernière d'ailleurs, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Donc dès qu'il est moins bien, ça se voit beaucoup plus. Et ça se voit plus parce que tout simplement personne n'est là pour le seconder, ou du moins en tout cas pas de façon régulière. Donc s'il y a des problèmes à régler aux Warriors, évidemment, mais Steph, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de s'en faire. C'est sorti dans la presse, d'ailleurs, c'était peut-être des rumeurs, mais on peut les relayer ici. Apparemment, Steph sera le seul protégé de tout l'effectif et tous les autres joueurs pourraient être transférables. On va essayer de conclure un petit peu ce débat. Qu'est-ce qu'on fait de cette équipe ? Est-ce qu'on la laisse mourir avec ses armes et comme on l'a vu grandir ? Ou est-ce qu'on essaie de prolonger un petit peu le plaisir en réajustant et donc en se coupant d'un Draymond Green ou d'un Klay Thompson ? Ceux qui sont le plus dans les discussions de transfert d'ailleurs. Ouais, donc pour tout de suite, toi, tu veux dire oui. Pour l'avenir. Ouais. Je sais pas. Après, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est presque un peu comme les Lakers de la saison dernière, ou peut-être même de cette saison, malheureusement. Est-ce que juste le gros leader va réussir éventuellement à aller accrocher tout seul, de manière miraculeuse, un play-in ? Bon, mais effectivement, est-ce que c'est intéressant ? Pour faire quoi, d'ailleurs ? Ouais. Voilà. On meurt comment, Rudy ? Avec ses armes ou on change ? Non, il faut changer. Il faut changer. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce que si on doit parler de Klay Thompson ou de Draymond Green, ils ont des gros contrats quand même et ils sont vieillissants. Donc, quelle franchise Klay Thompson, dans sa dernière année, on doit pouvoir trouver un équivalent. Un candidat au titre. Quelle franchise a envie de récupérer un joueur comme ça qui est dans le déclin ? On le voit, il y a très peu de chances qu'il se remette d'aplomb. Enfin, franchement, si c'est pour le transfert, pour qu'il cire le banc un peu Quel âge Klay Thompson, c'est 34 ans, un an de moins que Steph. Non, moi, je pense sur ses 34. Il faut que des franchises soient intéressées par eux. Et pour qu'ils soient intéressés moi, j'ai un nom à vous suggérer. J'écoutais dire ça, mais il faut inclure des jeunes, quelque chose qui peut être un peu plus bankable. Hein, sinon... J'ai un nom à vous suggérer. C'est les Sixers. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais il n'y a pas réellement de shooter attitré. Ouais, c'est vrai qu'il cherche un... On vient de parler de son pourcentage, le pire de sa carrière. Donc, est-ce que... Deuxième pire, à 3 points. Bon. Tu penses que les Sixers iraient le prendre là tout de suite là ? Je pense que c'est un bon endroit pour lui parce qu'il n'y a pas de shooter référencé. Si tu lui mets une option avec des tirs à lui, il y a aussi un problème de confiance. Moi, c'est ce que je ressens. Je ne ressens pas le joueur vraiment cramé sur l'aspect physique. Je pense que la tête guide les jambes et que là, la tête n'y est plus. Et on ne sait pas trop pourquoi. Peut-être besoin d'un changement de décor. Voilà, peut-être revivre ailleurs. Peut-être, pourquoi pas. Comme beaucoup aux Warriors, peut-être, on le dit depuis tout à l'heure, c'est vrai, en fait, c'est rare que les gars restent aussi longtemps ensemble au niveau de la NBA, c'est une éternité. Quoi. Quand tu vois la telle réussite, la réussite qu'ils ont eue, c'est... Voilà. Oui, donc voilà, on peut leur laisser, j'ai envie de leur laisser encore 2 semaines, moi, cette 2 semaines avant de tout casser. À la fin de la dynastie dans 2 semaines. Est-ce que Curry, jusqu'à la fin de la trade deadline. Exactement. Est-ce que Curry, si Curry lui, il n'aurait pas envie d'avoir peut-être un dernier challenge un autre challenge dans une autre franchise ? Oui, pourquoi pas. Je pense pas. D'ici la fin de carrière, elle arrive vite.
Bon, Il avait annoncé vouloir jouer 16 saisons, là je crois qu'il s'en rapproche à la fin de la saison prochaine, je crois qu'il sera à 16, comme son père en gros. Mais je pense qu'il ira au-delà, hein. C'est un joueur tellement magnifique, il a l'air faut vif en profiter. encore. S'il est épargné par les blessures, il n'y a pas. Oui, il faut qu'il Comme pousse LeBron, encore. ils iront au-delà de 40 ans. Ah bah comme c'est jouer Djokovic. pourquoi, en gros. Ta question c'est ça. Est-ce qu'il faut aller chercher un challenge pour essayer de gagner un titre? C'est ça l'idée? Ouais, bon, gagner un titre, ça, il en a il a déjà eu, des pour le titres. coup. C'est ça, Non, c'est- peut-être, je sais, ouais, non, pour changer, je sais pas. Est-ce que ça l'intéresse lui? Après, ça peut être une motivation personnelle. On sait s'il sent lui qui s'enlise. Mais bon, s'il fait rebondir encore les Warriors pour la 3e fois, bon là, c'est vrai que Bah, ce serait énorme. ce serait Donc c'est incroyable. motivant aussi. Incroyable. Bon, à suivre les Warriors, ce sera forcément hype là, dans les jours et les semaines à venir, pour de bonnes raisons, on l'espère. On va aller du côté de la conférence Est, et donc les Sixers sont au programme. Et plus particulièrement un Camerounais, non, un Américain, pardon. Franco-américano. Franco-américano Cameroun. camerounais, tout à fait. Cameroun. Et Joel Embiid, MVP en titre, est en train de cartonner. Oui. 35 points de moyenne hein, pour Joel Embiid. Il y a 29 matchs joués, donc c'est pas énorme. 10 mais- matchs ratés déjà. Voilà, 10 matchs ratés, ça c'est quand même beaucoup. On pourra peut-être en parler sur MVP ou pas MVP de la saison. Je crois qu'en plus, il y a un standard maintenant de c'est- match. voilà. Il, c'est peut, ça. il faut, Il lui s'il en reste rate huit encore matchs, 7, c'est fini. Mais, Ce qui est possible. Hein. mais lui, il le dit même, et je vais le rater. Il l'a dit. Hein. Il l'a dit. Il a dit que c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce Ouais, qui ouais, l'intéresse, non. c'est d'être Mais- en forme pendant les playoffs. En Alors gros. plusieurs choses, on va revenir sur justement ce nouveau règlement. 54% au tir, on l'a vu, avec des tirs externes, hein, beaucoup de tirs externes aussi pour Joel Embiid. Quasiment 12 rebonds, 6 passes, donc ultra complet. Et son équipe tourne bien avec Nicolas Batum, avec Tyrese Maxey. On l'a dit, ça va peut-être jouer très très haut en playoff. Un mot juste sur ses performances, c'est un joueur qui était dit fragile en début de carrière, qui avait raté sa première année, problème de genou, ensuite il a enchaîné toutes les saisons sans trop de pépins physiques. Joueur en progression, le meilleur intérieur de la NBA, Paul. Oh, il y a match avec un certain Nicolas J. Hein. Ok, ils se sont rencontrés d'ailleurs il n'y a pas Ils si se sont longtemps. rencontrés, mais ils se sont pas vraiment affrontés. En Ouais. fait, l'un défendait pas sur l'autre. C'était un peu frustrant d'ailleurs. Ok, mais sur la qualité même des baskets des deux, Ouais. tu donnes qui Moi, je préfère Jokic. moi. Jokic. Pareil. Ok. Faut développer, monsieur. Jokic, pourquoi? Il est en avance Non, sur mais- tous les chiffres. Hein. Tous les chiffres pour l'instant, donc point, rebond, passe. C'est Embiid. juste parce que de l'affection ou Non, non, c'est- parce qu'il est moins fragile, il est plus fiable. Et puis, je préfère son style de jeu. Moi, j'adore le côté pivot, passeur. Ok. J'aime beaucoup Joël. Ouais, j'ai aucun problème. Joël. Je l'admire même. Hein, on peut aller jusque-là. Mais Très bien. voilà, Joël, on l'appelle par son prénom. Oui, oui, bien sûr. non, Joël. Thomas, Ah oui. Jokic Ouais, non, mais Jokic, c'est vrai qu'il est, il est tellement incroyable, il est tellement unique en fait. Embiid, c'est quand même un morphotype, on va dire. Alors lui, c'est le morphotype poussé à l'extrême, Ouais. mais qu'on connaît plus. Oui, c'est vrai. Voilà, destructeur. Oui. Alors destructeur, peut-être à un point qu'on n'a jamais vu, effectivement. Mhm. Mais par contre, Jokic, C'est le basket, c'est quoi. fou. Ok. Ouais, c'est fou. Il détruit en même temps, il scintille, quoi. Il te fait des. Oh, c'est beau ce que vous dites. Magnifique. C'est incroyable. Est-ce qu'il a maintenant la carrure, la maturité, l'expérience pour emmener ses Sixers à une finale NBA? On va pas parler encore de titre. Bien On sûr. sait qu'il va falloir passer sur le corps des Celtics, des Bucks, pourquoi pas des Pacers. Est-ce qu'il a en magasin ce leadership? On le voit des fois frustrer beaucoup avec les arbitres, être un peu Luka Doncic compatible à ce niveau-là. Vous le voyez un peu mieux là-dessus ou pas, Embiid? Ah, moi, je pense que le leadership, il l'a, mais alors, sans aucun doute. Ok, Par contre, il ne faut pas qu'il se blesse, quoi. ok, C'est toujours le même problème. ok. S'il est valide, il est... Ah, mais prétendant. on attend que ça de voir une saison complète d'Embiid valide, non? Pour voir, quoi. Cette saison Mais plus que jamais. Avant ce match face aux Nuggets, ce qui lui était reproché dans les matchs qu'il a ratés, c'est d'avoir raté tous les gros matchs. Alors je pense que c'était un hasard parce qu'il y avait beaucoup de back-to-back et tout, mais c'est quand même, voilà, c'est l'une des interrogations, c'est sa propension à répondre présent lors des gros matchs. Donc ce qu'on va voir en play-off, est-ce qu'il peut faire des séries entières de play-off à ce niveau-là? Parce qu'on parle d'une série là, de 15 matchs à 30 points et 10 rebonds. Oui. Et c'est une série qui est entrecoupée de beaucoup de matchs où il était Où il a absent pas- il a parce pas qu'il joué. était blessé, que ce soit au genou, à la cheville. Enfin, il a toujours des petits pépins quand même. Hein. 10 matchs ratés, c'est quand même énorme sur Toujours un 29. truc qui va pas. Voilà. Les séries de points, on les a. Gros travail de Lucien Jahan en régie. Quel Qui nous a talent, Lucien Jahan. qui nous a compilé tout ça. Vous voyez, c'est impressionnant. On va pas tous les lire, mais il y a beaucoup de stats à plus de 40 oui. points. Il y a du 10 rebonds, il y a du 10 passes, il y a du 9 passes même. Il y a du 51 points, 12 rebonds, 3 passes. Voilà, donc ça c'est Joel Embiid. Série, C'est un monstre.
quasi série en cours. Hein. Une série monstrueuse. Voilà, donc un joueur qui prend beaucoup de responsabilités et qui les assume. Rudy, tu partages un peu le côté bulletin médical. S'il est valide, à l'Est, ça peut être une équipe intéressante et peut-être presque difficile à battre. Alors, difficile à battre, je dirais peut-être pas. Difficile à arrêter Embiid, oui. Ça, c'est sûr. Okay. Voilà, je pense que les franchises ne vont pas se focaliser à comment arrêter Embiid, mais plus comment limiter les autres. Okay. Et c'est ça, justement, où les Sixers, je pense qu'ils vont être un peu limités. OK, il a ce pouvoir d'emmener, je pense qu'il a cette capacité à pouvoir fédérer et emmener un groupe à performer en play-off. De là aller jusqu'au bout, voilà, on vient de le citer, on en citait encore la semaine dernière, les Celtics archi favoris, avec les Bucks qui tournent quand même pas mal quand les deux Zozo, Lillard et Giannis sont au sur top. la même page. Ouais. Voilà, donc là, si on vous doit vraiment étudier les playoffs et se projeter, voilà, non, c'est un candidat, mais de là à le voir titré, non, je pense pas. Okay. Non, et voilà, on vient de dire, les Pacers en plus viennent se mêler à tout ça. Voilà, on a vu Embiid sur les différents playoffs déjà jusqu'à maintenant. Il a du mal à atteindre une finale de conf. Je me suis présenté en disant que Iverson, c'était lui qui avait atteint la dernière finale Sixers. Lui, Allen Iverson a atteint les finales NBA, mais c'est le dernier à avoir atteint les finales de conférence. Embiid ne l'a pas fait, ouais, il a fait les demi. Donc là, on est en train de se dire, est-ce que le MVP, le meilleur joueur actuel de NBA, est capable d'emmener les Sixers au titre? Moi, je répondrais aujourd'hui, non. De ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant, de ce que l'équipe, comment elle est construite et ce qu'il y a en face, je ne pense pas. À son crédit, il fait ce qu'il faut. Lui, à son niveau. Ouais. Donc allons sur l'équipe un peu de manière globale. Nick Nurse est arrivé, ça se passe bien. Nicolas Batum, on en a parlé. Tyrese Maxey, donc c'est le petit meneur un peu faux follet qui rend plus que des bons services. C'est un joueur vraiment très très intéressant. Tobias Harris, on parlait de Klay Thompson sur une arrivée, mais c'est pas du tout une rumeur. Hein, mais voilà. Est-ce qu'il ne faut pas justement alourdir et agrandir un peu la profondeur de banc pour se donner des chances? Parce qu'Embiid, lui, il fait le boulot, quoi. C'est ce qui se dit, là. Apparemment, il rechercherait un troisième gros, entre guillemets. Parce que Tobias Harris, ce qu'il lui reprochait, c'est parfois un manque d'agressivité. Et alors, il est très bon, souvent, quand Embiid n'est pas là. Donc, l'autre fois, il a mis 37 points quand Embiid n'était pas là. Mais quand Embiid revient, c'est pas toujours le cas. Il n'arrive pas vraiment à trouver son rôle, savoir quand il faut attaquer, quand il ne faut pas y aller. Tobias Harris, joueur un peu intérieur, quand même, un poste 4. Ouais, c'est un peu un couteau suisse, plutôt 3-4, ouais. Mais qui peut tourner à 25 points par match facile. Mais je trouve que parfois, ils ont du mal à lui trouver vraiment un vrai sens, surtout depuis que maintenant, il y a Maxey devant, qui lui est excellent. Embiid Maxey, si c'est au top, si c'est sans blessure, ça peut aller. Moi, je pense que ça peut aller plus loin que ce que tu dis. Ah ouais? Ouais, si c'est au top, mais c'est ça le problème, c'est toujours le problème, évidemment. Et un Evan Fournier, messieurs. Je pense qu'il manque un sixième homme là-dedans. Un Evan Fournier en sortie de banc, je lance des banderilles comme ça. Je vois ça. Un joueur offensif, Evan Fournier, pour prendre le relais d'Embiid et surtout de Maxey quand Maxey n'est pas sur le terrain. Est-ce que c'est pas un peu... On préférait le voir aux Spurs, ça, franchement, mais... On préfère... Oui. Non, hein, égoïstement. Ou à Lasvel. Je sais pas. Les Spurs, ça va pas jouer les playoffs. Moi, j'aimerais bien voir Evan en playoffs. Oui, non, c'est... Moi, j'aimerais bien voir... Compétiteur comme il est. J'aimerais bien voir Evan rejouer déjà. Voilà. Si c'est aux Spurs, ça m'ira très bien. Mais au moins peut-être plus qu'aux Sixers, c'est sûr. Ok. Petite hiérarchie du coup pour finir cette discussion. Quand on met les Celtics devant, c'est sûr. Oui. 20-0 à domicile. 20-0 à domicile. Ils n'ont jamais fait ça. Ouais, non, mais les Bucks en 2. Avec ce qu'on a vu là. Le classement de la conférence Est, moi je mettrais bien les Sixers. C'est ça, ok. Ouais, ils m'excitent à fond les Sixers. D'accord. Ouais. Oui, pardon. je le dis. Ça marche. Et donc, on mettrait qui en 3 alors du coup? Là, on mettrait peut-être. Non, moi je mets le classement actuel de la conférence. Je suis pas loin de dire ça. Je pense que faut Celtics, Bucks, Sixers. Indiana, ça vaut plus que 7, ce qu'ils sont actuellement là. Et après, ils sont à 2 matchs du 4e. Ils vont arriver 4, je pense. Ça se tient dans un mouchoir, tout ça. Je pense qu'ils seront 4. C'est génial, la concurrence est incroyable. Ouais. Et donc ça ferait un Boston, peut-être Boston Pacers, et donc un Bucks pour les demi Sixers en demi. Demi de conférence. Et là, c'est chaud.
Ils n'ont jamais passé ce cap. Hein. Je cite. Jamais passé le cap des demi de conférence, traumatisé par Toronto en 2019. On en parlait tout à l'heure. Ah ouais, Embiid, mais c'est Le pareil. fameux tir de Kawhi. Eh oui, Ouais. ouais, c'est ça. Donc c'est pas passé loin quand même. Hein. Match 7. Ouais. Ouais, Mais c'est c'est ça. pas passé. Une photo extraordinaire. Ah oui, génial. Voilà. Mais le franchise player quand même qui est traumatisé par ça, ça fait 5 ans déjà. Je sais pas, je trouve qu'il y a des ingrédients quand même qui normalement finissent par fonctionner. On va voir. On revient sur ton expérience. Tu disais que tu étais en 2019 donc Oui. pour les finales NBA. Oui. Tu vois ce match 5 Tu y étais pour quel Alors match non, le match 5 des finales, ouais. Les finales Contre les Warriors, pas contre Philadelphie, c'était la Ok. demi de conf. Est-ce que c'est le match où Kevin. Oui, avec Zaza. Peut-être le tendon d'Achille. Sacré Terrible. Zaza. Waouh, waouh, waouh. J'avais même pu retour parce que ce qui est génial après en NBA, Raconte-nous on te l'expérience. Ouais. on te laisse complètement après vaquer à toutes tes occupations dans la salle avant et après. Ok. Très, très intéressant au niveau du vestiaire où c'est fait complètement différent par rapport à l'Europe où tu peux aller dans le vestiaire, te balader au milieu des joueurs directement. On précise un peu que tu y étais pour, dans le cadre de ton métier. Oui, voilà. Ok. Bien sûr, bien Donc, sûr. de journaliste. Tu es journaliste, En tant c'est que- ça ouais, Ok, ouais, voilà. oui, j'essaye autant que faire se peut. Ok. Et en 2019, oui, j'étais accrédité sur ce match 5 précisément des finales. D'accord. Ouais. L'accréditation, comment ça se passe? Alors pas pour l'obtenir, mais une fois que tu arrives justement sur place, vous êtes proche terrain, vous avez accès Alors, aux joueurs? Après, la NBA, normalement, en fait, c'est ça qui est marrant parce qu'on pense que la NBA, du coup, te met un cadre, tout est toujours tout expliqué. Il va y avoir telle interview à 18h02, à 18h07, il faut sortir, à 18h08, il faut être devant les toilettes, enfin, il faut tout. Mais en fait, donc, il disait que sur le protocole d'avant-match, ça allait être très strict. On part 45 minutes au moment de l'échauffement, on part en tribune. Et en fait, on s'est retrouvés ils nous ont laissés au bord du terrain quand même, comme sur les matchs de saison régulière. J'ai pu en faire d'autres aussi dans la saison avant. D'accord. Et là, on s'est dit, pour les finales, c'est mort, ça va pas passer, quoi. Et du coup, c'était exceptionnel, quoi. Vivre une finale NBA, effectivement, je vous le souhaite, j'ai pas fait encore, mais ça doit être à mon avis incroyable et autre chose que le NBA Paris Game, par exemple. C'est pas le même enjeu. Non. Et la NBA à Paris, c'est génial quand même. Voilà. Il faut pas la perdre. On prend un peu de temps parce qu'on on va parler de Wemby, hein, on fait toujours un peu ce Wemborama. Le Wem bilan. Le Wem bilan exactement, maintenant très régulièrement, pas chaque semaine, mais là ça performe encore. Du côté de New York, là il n'y a pas longtemps, il y a grosse perf. Il va jouer contre Bilal Koulibaly aussi là dans Il va quelques jouer jours. là. Il va jouer, ouais. Dans 2 jours. Tout à fait. La semaine de Wemby, qu'est-ce que vous en pensez? On en parlait du poste 5, on a l'impression que là c'est un poste qui permet à Wemby de s'exprimer, d'être efficace et surtout aux autres de le trouver. On voit plus de situations de jeu à deux avec le alley-oop par exemple. Ça ne gagne pas forcément, mais est-ce que vous sentez encore cette petite progression dans l'installation offensive de Wemby? Mais il en a parlé, il a fait dans son petit interview d'après-match cette nuit ou la nuit dernière. Ouais. Et justement, il disait que quand moi je disais la semaine dernière, oui, c'est peut-être ses coéquipiers qui comprennent que maintenant il faut qu'il joue avec lui. Il a dit tout le contraire cette nuit en disant que c'est lui qui a compris comment il fallait qu'il joue avec ses coéquipiers et que maintenant, c'est peut-être pour ça que maintenant ça fonctionne mieux entre eux. Moi, je pense que j'ai toujours mon idée derrière. Je pense que c'est un très bon coéquipier. Il sait comment rallier un peu ses coéquipiers derrière lui. Très bon communicant. Donc, je redis la même chose que la semaine dernière, hein, quand on a vu là pour le MLKD ce qu'il a fait donc, en première Atlanta, hein. contre les Hawks d'Atlanta. Donc, 26 points. Première mi-temps, 0 sur 4. La fin de match était dingue. Et 26 points en deuxième, on peut le dire. En deuxième, Ouais. 12 sur 4. Des actions d'éclat, hein. Enfin il y a des choses, il y a des choses où on se lève hein, carrément, Et faut le des dire. contres qui ne sont Ah ouais, même pas ouais. comptabilisés, certains. En plus, parce que ouais. il altère tellement les shoots adverses. Et puis la déclaration de Trae Young à la Young, fin voilà, est j'allais incroyable. dire. Quand il dit qu'il faudrait que ses coéquipiers le servent plus. Bah, Peut-être oui. un message. Trae Young aux Spurs qui se place peut-être un petit peu. Ouais. C'est une des rumeurs à qui Atlanta. circule actuellement. Ce donc, serait pas On inintéressant parle de des voir gens ça. qui aimeraient, Ouais. mais, Non, un passeur, là il faut un passeur. mais Après pourquoi Trae pas Trae Young, Young dans le système de pop, bon, je suis pas sûr que c'est. Mais Il shoot à ouais, première intention à 10 mètres là. ouais, et puis surtout la défense, Ouais. Pop raffole pas trop, mais je trouve que les deux, ça serait le mélange parfait, quoi. Enfin, ça serait formidable. Ouais, sur Wemby, petite interview qui est sortie d'un illustre ancien du basket français, une légende du basket français, Antoine Rigaudot, qui s'exprimait sur Wemby et sur le fait qu'il faille ou pas lui donner les clés de l'équipe de France cet été. Donc on jump un peu par rapport au JO, hein, ça arrive très très vite. Les clés de l'équipe de France, ça se mérite. Voilà. En substance, les mots d'Antoine Rigaudot, doit-on donner les clés à Wemby cet été dans l'équipe de France? C'est un peu tôt quand même, il y a encore tous les anciens, enfin, même si évidemment sa première saison est une réussite pour l'instant, je trouve que c'est un peu tôt. Ça va être sa première grande compétition avec la France, même si on reste sur une
une Coupe du Monde très décevante. Ouais. Bon, les clés, c'est un peu tôt, je trouve, à mon sens en tout cas. Ah ouais, moi, je suis pas d'accord du tout. Enfin, moi, Bah, fonce alors. moi, je pense qu'il faut lui donner les clés, mais Mais à fond. le badge de jour, le badge de nuit, la totale. Enfin, je sais pas, pour moi, enfin, c'est tellement évident. En plus, c'est un peu particulier. Là, c'est Paris 2024, c'est chez nous. Enfin, ça va être qu'une fois. Enfin, et comme par hasard, entre On va le faire guillemets, pour le symbole, Thomas. Ouais, mais Au-delà du symbole, Ouais, est-ce mais quand même. qu'il a les armes et les atouts Oh, pour... alors, Tu attention. parles de pression, on est à Paris, les Jeux, est-ce qu'il peut tenir Ouais, tout mais ça La pression, apparemment, ça l'atteint pas du tout. Donc profitons-en à fond en fait. Par contre, ce qu'il faut, c'est lui donner les clés, mais en fait, bien que le majordome justement, il soit bon. Par contre, c'est ça qui va compter. Très bien. Rudy, je suis obligé de te lancer là-dessus, on finira avec ça. Oui, non, moi je pense pas. Je pense que c'est. Enfin, les clés, il les prendra naturellement. Voilà, ça va se faire naturellement. Et progressivement. Il sait qu'il Ça va se avoir passe un bien. rôle très important pendant les JO. Ouais. Et il en a déjà conscience. Et je pense que Vincent Collet va lui faire prendre conscience aussi très rapidement. Autour, il faut qu'il soit bien entouré. Un Batum, justement, Ah oui. avec la saison qu'il va faire, avec le rôle justement qu'il a, qu'il aura aussi. Il va faciliter avec l'intégration avec les JO, dans le l'équipe jeu. de France. Mmh. Non, franchement, je pense que là, il peut y avoir un vrai groupe bien soudé, bien encadré Wemby, le mettre dans les meilleures conditions, Ah oui, qu'il c'est ça. apporte ce qu'il sait apporter, en poste 5 s'il faut, pas de souci. Et après les JO, je pense que la Ah oui, bah. performance qu'il fera aux JO, Ça va se faire naturellement. Oui, c'est ça. Voilà, Donner les clés, ça veut déterminera rien. La ça veut suite. rien dire, en clés. fait. Après cette compète, c'est lui qui aura les clés. Batum sera plus là, Evan peut-être sûrement Ah oui, pas après, non ouais. plus. C'est lui qui les aura. Bon, eh ben, on va suivre ça. Ah la bah montée en puissance de Wemby jusqu'aux JO, ça va nous intéresser. Ce sera forcément hype, les JO, pourquoi pas. On peut peut-être aussi en parler, en traiter sur cette chaîne. On va vous remercier, messieurs, vous avez été bons cette semaine. Merci, moi. Très, très, On vous retourne le combat. très, très dynamique. On va remercier aussi toute la d'habitude. communauté hype qui nous suit chaque semaine et toute la régie qui nous a permis d'être là aujourd'hui et autour de Lucien Jean. Bonne semaine. meilleur. Ciao. Au revoir. Ciao.